Un beau jour, vous perdez un être qui vous est cher. Rien ni personne ne vous a préparé à cette épreuve. Aucune foi, aucune religion, rien. Lorsque quelqu'un que vous aimez meurt, vous ne connaissez que le vide total, abyssal. Jamais vous ne pourrez l'oublier, vous restez seul au monde. Tels sont les mots de la préface de la bande dessinée de The Crow de James O'Barr. À l'époque, quand le film sort, tout le monde est bien sûr au courant de la tragédie qui a endeuillé le film. La mort de son acteur principal et fils de la légende Bruce Lee, Brandon. Alors la question se pose pour beaucoup, faille-t-il finir le film ou pas ? Brandon est tué lors d'une fusillade avec une balle à blanc qui va pousser un fragment de balle resté dans le canon. Ce qui rend presque fou la vision de l'œuvre, c'est qu'en tant qu'être humain, on se pose la question dans quelle scène c'est arrivé. Film testament d'une star en devenir, The Crow, comme le comics dont il est tiré, est mélancolique, triste et bien un film sur la mort. Alex Proyas a réussi le film avec une image et un esthétisme absolu, peut-être le plus gothique de tous les films, très comics, et nous offre un écrin de toute beauté. Revenons au début de l'histoire. The Crow est une série de comics américains créée par James O'Barr, débutée en 1989. Cette série avait été écrite par le personnage dans le but de surmonter le décès de sa petite amie, morte à cause d'un accident de voiture avec un conducteur ivre. Elle fut publiée donc en 89 et obtient un succès assez confidentiel. C'est un monde oppressant et violent qui y est dépeint. Du coup, de là à dire qu'il y a une malédiction sur le titre, il n'y a qu'un pas. The Crow est un film d'action, un film noir et gothique, tourné à Wilmington, en Caroline du Nord, et à Los Angeles. Après quelques courts-métrages, un petit premier film australien dont il est originaire, Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds, Alex Proyas débute ici son premier grand film américain. Chaque plan force le respect, il faut le dire. Il va embaucher Brandon Lee, fils de Bruce donc, pour qui ce film est le moyen de relever le défi d'être autre chose, son challenge d'acteur en quelque sorte, et le moins que l'on puisse dire c'est que le pari est réussi. C'est Edward Pressman, le producteur, qui va se lancer du coup dans la production du film comme il l'a fait sur des films comme Phantom of the Paradise de Brian De Palma, Conan le Barbare de John Milius, Wall Street d'Oliver Stone, Mort sur le Grill de Sam Raimi, Blue Steel de Catherine Bigelow ou Le Bad Lieutenant d'Abel Ferrara et plusieurs suites à ce The Crow. William Gibson, le scénariste, va lui présenter plusieurs personnes jusqu'à Jeff Most qui possède les droits de la BD. Intrigué, il va donc rencontrer Proyas après, voir que son travail peut donner quelque chose sur cette histoire excellemment forte. Proyas va s'entourer d'Alex McDowell pour les décors, qui plus tard nous donnera un travail de malade sur le Crying Freeman de Christophe Gans, le Fight Club de David Fincher, Minority Report de Steven Spielberg ou le Watchmen et Man of Steel de Zack Snyder. À la superbe photo, nous avons Dariusz Wolski, un quatrième film, et qui va nous donner des photos de dingue sur des films de Tony Scott comme Le Fan, USS Alabama, presque tous les Pirates des Caraïbes derrière, quelques Ridley Scott comme Prometheus, Exodus, Cartel, Seul sur Mars, Alien Covenant, Le Dernier Duel ou le Sicario 2 de Stefano Sollima. Oh, this is already boring the shit out of me. Kill him! Au costume, c'est Arianne Phillips, dont c'est le premier film. On verra son futur travail, c'est James Mangold avec Walk the Line, 3h10 pour Yuma, ou Matthew Vaughn avec les deux premiers Kingsman, ou What's Upon a Time in Hollywood de Cutie. Le Batman de Tim Burton met le gothique à la une, en bien plus sombre bien sûr ici. Le film est violent mais quand même atténué par deux personnages, la petite fille et le flic. Certaines scènes avec des enfants de 12 ans armés qui font un braquage seront coupées au montage afin d'en enlever des moments qui auraient pu choquer le public.
Alors à l'époque, un director's cut est mentionné par Edward Pressman, il est promis pour la vidéo, laserdisc et VHS, mais ne verra jamais le jour. Espérons un 4K hypothétique, qui sait. La MPAA fera couper énormément de scènes que Pressman pense aussi inutiles et il préfère même le montage cinéma. Mais à la mort de l'acteur, les studios se barrent et plus personne ne veut du film. Tout le monde va continuer à travailler pour donner le meilleur et c'est finalement Miramax, après avoir vu le film, qui va lâcher un des plus gros budgets de distribution de l'époque, 12,5 millions de dollars en promotion et 2000 salles de ciné pour voir le film. Hands the innkeeper 3 nails and he asks, "Don't you ever fucking die?" La mort de Brandon engendre bien sûr des coûts supplémentaires de 15 millions de dollars. Le budget du film dépassera donc les 23 millions en raison du procédé de numérisation nécessaire pour tourner les scènes qu'il n'avait pu terminer. Le film remportera un peu plus de 94 millions de dollars. Dream Quest est aux effets spéciaux et sont irréprochables vu le budget et certains vu le drame, proche d'une perfection à l'époque rare. Les plans d'Alex Proyas s'inspirent directement des planches de la BD, ce qui ravit bien sûr le créateur. C'est Andrew Mason qui va superviser les effets et surtout permettre de faire vivre Brandon pour les minutes qui manquent. Il ne restait que 3 jours de tournage à la mort de l'acteur, donc peu de plans qui restaient. Très peu d'effets, presque invisibles, des maquettes et bien sûr des images digitalisées de Brandon Lee. La cathédrale ne se compose par exemple que de 4 colonnes en mousse et le reste, c'est un écran bleu comme lors du duel final. L'appui aussi est souvent digital et certains éclairages ne sont pas tous naturels. La poursuite en voiture, par exemple, est faite de maquettes, de vraies voitures et de décors en perspective. La scène où Eric Draven est poursuivi sur les toits par un hélicoptère qui est époustouflante voit notre héros sauter et c'est l'ordinateur qui va compresser le saut et isoler le personnage et où l'on croit voir une chute de 10 mètres au lieu des 1,50 m. Après la mort de l'acteur, Dream Quest va travailler donc sur des images digitalisées, rares à l'époque, et même une première dans le genre. Sept plans mettent donc en scène l'acteur alors qu'il n'est pas là, dont 2 sur le visage d'une doublure. Reprise d'autres plans, le visage sera extrait, retouché, collé, image par image sur le corps de cette doublure. Un plan d'à peu près 52 secondes de Draven devant la fenêtre. Le programme informatique utilisé est appelé Matador, il en inspirera bien sûr d'autres et aujourd'hui aucune vraie star n'existe sur ces grosses scènes d'action comme sur les films Marvel. C'est la mère et la fiancée de Brandon Lee qui donneront la possibilité à ce que le film soit fini en hommage à la mémoire de Brandon. Try hard. Try again. Plusieurs choix furent envisagés avant Brandon Lee. Charlie Sexton, un musicien de rock, et qui avait servi de modèle pour Hobart pour le visage sur la bande dessinée. Puis c'est Christian Slater ou River Phoenix et bien d'autres, jusqu'à ce que l'agent de Brandon Lee les appelle. Suddenly, I heard a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. Dès que Brandon rentre dans le bureau, Pressman sait qu'il a son acteur, il signe un contrat pour des suites qui bien sûr malheureusement ne se feront pas. Lee adore le personnage et s'investit comme personne sur les plateaux, il blague tout le temps, il sait que ce rôle est un tremplin, une chance et s'amuse comme un fou. Mother is the name for God on the lips and hearts of all children. Dans la nuit du 31 mars 1993, l'acteur Michael Massey doit, pour les besoins d'une scène, tirer sur Brandon Lee avec un revolver chargé de cartouches à blanc. Le problème, c'est que le peu de budget ne permet pas d'embaucher les gens pour vérifier toutes les sécurités nécessaires sur un film. Quelqu'un a tiré quelques jours avant avec de vraies balles et un bout de projectile resté dans le canon.
La détonation retentit, Brandon s'écroule sur le plancher, comme aux répétitions précédentes. Le réalisateur crie coupé, mais Brandon reste à terre. Au départ, personne ne réagit sur le plateau, Brandon étant assez connu pour ses goûts et ses plaisanteries. La réaction du personnel et des acteurs ne sera que tardive. Les secours sont finalement alertés et le transportent en ambulance à l'hôpital. Un projectile est entré dans l'abdomen inférieur droit, a perforé l'estomac et d'autres organes vitaux. Avant de finir sa course, bien sûr, près de la colonne vertébrale. Les liaisons étant trop importantes, les médecins ne peuvent stopper l'hémorragie interne et il tombe dans le coma. Brandon meurt le 31 mars 1993 à l'âge de seulement 28 ans. Brandon Lee devient une icône pour une génération en un seul film. Son costume serré, sa peinture de visage, tel le Joker avec un sourire démesuré, alors qu'il n'y a aucun humour dans le film du tout. Eric Draven est né grâce à un acteur habité dont le personnage est littéralement truffé de balles tout au long du film. La mort et la résurrection se retrouvent dans la bande dessinée, le film et le tournage. Brandon Lee s'impliquera à chaque réunion, la BD en main, pour être sûr que le matériau d'origine ne change pas. C'est Chad Stahelski qui le doublera sur les scènes en plus. Lee est doublé en version française par Renaud Marx, la voix de Bill Pullman. Michael Wincott, dont j'ai parlé dans ma vidéo de Strange Days, tient ici un de ses meilleurs rôles en top dollar, où il crève littéralement l'écran. Sa voix rock est clairement en adéquation avec le personnage qui fascine, attire aussi et répugne par sa capacité à tuer aussi facilement qu'il parle. He said, childhood's over the moment you know you're gonna die. Il est la némésis d'Eric, bien sûr, et quel meilleur duel que celui qui nous donne en haut de la cathédrale. L'acteur participera aussi à l'élaboration de son personnage, le rendant moins drôle qu'il ne l'était sur le papier. Et c'est comme toujours le grand Michel Vignet qui fait encore sa voix. La jeune Rochelle Davis, qui joue Sarah, un seul grand rôle à son actif, est doublée par l'actrice Ludivine Sagné. You still have your hat on. Ernie Hudson est le sergent Albrecht, doublé par le grand Med Hondo. On a vu Hudson dans pléthore de films comme SOS Fantôme d'Ivan Reitman, c'est le 4e larron Winston, Léviathan de George Pan, Cosmatos, Absalom 2022 de Martin Campbell ou Congo de Frank Marshall, entre autres. What do you want? What is it? What? Speak to me! Speak! David Patrick Kelly est ici T-Bird, vicieux comme pas deux. Il est doublé en VF par Frank Capilleri et on le connaît sur des films comme Les Guerriers de la Nuit, 48 heures de Walter Hill, Dreamscape de Joseph Ruben dont j'avais parlé, ainsi bien sûr que Le Commando de Mark Lester en Sully. Sailor et Lola et Twin Peaks de David Lynch et bien sûr plein d'autres choses. It's still alive. I'd kill it! Bye bye, Birdie. Tony Todd et Grange, bien sûr, doublé par le grand Sadie Rebo, la voix du Capitaine Kirk. On a vu Todd dans Platoon d'Oliver Stone, Bird de Clint Eastwood, Candyman de Bernard Rose, c'était lui le méchant, ou The Rock de Michael Bay, et énormément de films de genre. They're gonna erase your sorry ass! You're nothing but street grease, Eric! Street grease, you motherfucker! John Polito et Gideon, doublé par Jean-Claude Sachaud. On l'a vu dans Remo sans armes et dangereux de Guy Hamilton, Highlander de Russell Mulcahy, Miller's Crossing, Barton Fink, Le Grand Saut ou Le Big Lebowski des frères Cohen et bien sûr le Rocketeer de Joe Johnson. Bailing joue Muka, superbe en Madame Top Dollar. Elle est doublée par Julienne Degène à la voix de Famke Janssen, d'Uma Thurman ou de Robin Wright. On la verra après ce troisième film dans Nixon d'Oliver Stone, Wild Wild West de Barry Sonnenfeld ou Captain Sky et Le Monde de Demain de Kerry Conran. It's a squab. Et enfin, bien sûr, l'acteur par qui le drame arrive, sans qu'il y soit pour quelque chose, Michael Massey, dû arrêter sa carrière après avoir tiré sur Brandon. On l'a vu dans Seven de David Fincher, Lost Highway de David Lynch, The End of Violence de Wim Wenders, The Game toujours de Fincher ou Amistad de Spielberg. Il arrêtera sa carrière 1 an parce que le trauma fut trop grand et doublé par Emmanuel Carsen à la voix de Sean Penn.
Le son et la musique sont d'une importance capitale dans le film, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été choisis intelligemment. En chanson, nous avons The Cure et son chanteur Robert Smith, dont Obar s'était servi comme influence sur les dessins, ainsi que des groupes comme Nine Inch Nails, Helmet, Violent Femmes, Rage Against the Machine, Pantera, Rollins Band ou Jesus and the Mary Chain. Au score, c'est Graham Revell qui s'y colle, dont la première composition fut pour le Calme Blanc de Philip Noyce. Il écrira la musique de nombreux films comme Strangers de Catherine Bigelow, Les Reliques de David Bowie, Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, Le sein de Philip Noyce, et travaillera aussi beaucoup à la télévision. C'est Jolene Sherin, collaboratrice de Pressman, qui le choisira. Elle supervisait la musique des films produits par ce monsieur. La musique et les chansons sortent sur 2 albums différents et dernièrement, Varese Sarabande va nous sortir un double CD avec l'intégralité du score de Graham Revell. La bande originale se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires. Les thèmes sont assez jolis, très mélancoliques et servent très très bien le film. Quand on revoit The Crow aujourd'hui, c'est évident, le film est très simple. C'est une histoire de vengeance épurée, violente, clairement sans humour ou très peu, et absolument parfait. Alex Proyas survole la ville comme si c'était Gotham, sinistre, sombre et violente. Le film est empreint de mort et les décors font penser à Louis Feuillade. Une atmosphère noire et pesante, macabre même, voire morbide. Plus gothique, non, rien. Plusieurs suites et séries seront mises en chantier, mais peu effleurent le génie du premier. Proyas repartira sur Dark City, autre putain de grand film dont je parlerai bientôt. The Crow mérite la note de 7/6. C'est un film rare, un film maudit, mais qu'une génération entière a embrassé. Glauque, pluvieux, sombre, c'est parfait, c'est un film de cœur. Voilà, je voulais en parler depuis un petit moment. C'est un film qui est assez difficile à voir quand on apprécie l'acteur, mais voilà, il est ce qu'il est, et je le trouve absolument magnifique et d'une beauté visuelle sans précédent. J'espère que vous serez d'accord avec moi, que vous en parlerez dans les commentaires. J'espère qu'on aura beaucoup d'échanges dessus. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour du lourd. Bye bye.